Donc il trouve un allié lui aussi, c'est d'une pierre deux coups. François Ier, il a besoin de desserrer l'étau des Habsbourg. Soliman, lui, il a besoin de prendre pied durablement en Méditerranée et dans l'ouest de la Méditerranée, Méditerranée. parce que l'est de la Méditerranée, c'est bon, elle est quasiment sous son escarcelle. Donc l'ouest de la Méditerranée, il faut qu'il ait besoin de quelqu'un, un allié chrétien. Ah bah, le destin va le lui donner, donc c'est François Ier. Et François Ier, sachez ce que... Attends, il faut que je revoie la date dans mes notes. Le Collège de France est créé en 1530. Collège de France qui est une institution qui existe toujours encore, faut aujourd'hui, bien le qui est dire. située dans le 5e Oui. arrondissement. Donc c'est un collège, non, c'est un établissement d'enseignement supérieur. Très vite, il y a les chaires de langue qui sont créées. Il y a le grec, le latin, puisque la France est essentiellement issue, comme d'autres pays d'Europe, de la civilisation gréco-latine. Colatine. Une chaire d'hébreu est créée, et très vite, une chaire d'arabe est créée. Puisque l'Empire turc devient partenaire privilégié, même si les Turcs parlent turc, d'accord, l'élite ottomane parle de plus en plus turc, mais la langue qui est encore dans les zones, dans les terres d'islam que les C'est Turcs, l'arabe. c'est l'arabe qui reste toujours dominante. Et très très vite, il obtient, François Ier obtient de Soliman le Magnifique ce qu'on appelle les capitulations, qui sont une série d'accords commerciaux passés entre l'Empire ottoman et les puissances d'Europe, mais là en particulier c'est la France. La France a un rôle, garde toujours ce rôle privilégié. François Ier se dit toujours qu'il est quand même gardien des lieux saints, et aussi il a des accords privilégiés pour ses commerçants pour faciliter leur implantation en Orient, D'accord. sur la côte Syrie, Liban, Palestine. Donc, Et c'est ce qu'on appelle les échelles du Levant, qui était aussi un d'accord. roman d'Amin Malouf, les échelles du Levant. Bah, Amin Oui. Malouf, là j'ai amené son livre, Malouf, oui. Les croisades vues par les Arabes, tout à l'heure j'avais oublié de le citer, un livre passionnant que vraiment je vous recommande aussi. Donc Amin Malouf, Les croisades vues par les Arabes. Donc oui, les échelles du Levant, qui sont donc ces comptoirs commerciaux accordés par les Turcs, par les Ottomans. Ça revient à ce que je disais, les Turcs, c'est surtout, l'Empire ottoman, c'est surtout une puissance militaire. C'est moins une puissance culturelle, ceci Complètement. économique, d'accord, mais les Turcs n'ont pas cette volonté, ou très peu, d'aller envoyer aussi, de passer des accords commerciaux pour que des marchands turcs, alors il y en avait en Provence, à Marseille, Marseille c'est un grand port où beaucoup de marchandises de l'Orient venaient, mais il n'y avait pas comme ça, de façon constante, continue, sur des années, des siècles et des siècles, de marchands turcs qui s'installent et qui s'implantent en Europe en terre chrétienne. Contrairement à la France, qui militairement, François Ier est moins puissant que Soliman le Magnifique, mais il a cette finesse, cette intelligence de parvenir à obtenir des accords, donc ces capitulations en 1536, et donc prendre pied sur le plan commercial, à un peu diversifier son économie, à dynamiser son économie, donc en obtenant ces capitulations, d'où l'intérêt de l'arabe, et vous avez un auteur qui en parle, donc José Balagna Coustou, Arabe et humanisme dans la France des derniers Valois. C'est un livre très très rare que moi j'avais découvert par hasard une fois dans une librairie, qui est très difficile à trouver. Une fois j'en parlais avec un ami qui voulait absolument se le procurer. Bon, je lui avais prêté, mais il a pas réussi à le trouver. Je pense que ça peut se trouver d'occasion. Je ne sais pas s'il va être édité un jour, une fois ou pas. Donc Arabe et humanisme dans la France des derniers Valois. Ça montre comment l'arabe, de intérêt théologique au Moyen-Âge, comme j'en ai parlé, un peu commercial, la langue arabe devient objet d'intérêt et d'études diplomatiques et commerciales. Puisqu'il faut qu'il y ait en permanence des représentations diplomatiques de la France auprès de la Sublime Porte, donc auprès de l'Empire ottoman, et donc aussi faciliter les échanges des commerçants français avec les marchands Et puis localement. Soliman, il me semble aussi dans le traité, il promet la protection des chrétiens Oui, du Levant, en disant oui, on oui, garantit leur protection, d'où d'ailleurs, quand même, il faut bien le préciser, on peut dire que c'est eu des incidents jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que ces communautés chrétiennes, elles ont pu, on va dire, presque survivre jusqu'à aujourd'hui. Elles sont présentes, elles sont machin. enfin, Est-ce que ça a un rapport, je non? nuancerais. C'est ce que je dis, je remonte à Charlemagne. La France est toujours vue protectrice des lieux saints Ouais. des chrétiens d'Orient. Oui, oui. C'est un Ah, c'est moyen. de l'orientalisme que je fais là. Ça, c'est l'orientalisme. Oui. En fait, contrairement à une idée reçue, les musulmans ont toujours toléré les Ahl Kitab, les gens du livre, ce qu'on appelle les dhimmis, les protégés. Il y en a beaucoup aujourd'hui là. Ah ben on me dit les dhimmis, les soumis. Mais alors. Non, non, les dhimmis, c'est ceux qui ont passé un pacte avec les autorités musulmanes. Ils ont un statut protégé. Alors, ils n'ont pas un statut, c'est vrai, ils n'avaient pas un statut égal. Ils ne pouvaient pas porter les armes, ils n'avaient pas le droit d'être dans l'armée et tout. C'est comme Mais en Israël. voilà, mais
Ils avaient, Ils- on Bah, n'attendait pas, on n'attendait pas à leurs biens, ni à leurs donc, églises, ni c'est rien. qui a donné cette vision, les soumis, alors Bah, c'est aujourd'hui, c'est les sites, bon, certains, je dis pas tous, certains identitaires, ouais. et riposte laïque, ce genre de site et tout, ce genre de cochonneries, Ah pour bah, parler de la situation des blancs, des Français qui vivent en d'accord. banlieue. Oui, Alors, parce on a qu'on déjà eu en parle de dimi. Alors, dès que. la dimitude, j'en Voilà, parlerai la après là. dimitude, hein, Ça, c'est on pourrait bâti. citer, il y en Ça, a plusieurs, on va pas les alors, citer parce qu'après ils font des on vidéos va tout pas le temps. faire une Mais digression. ils aiment bien, non mais ils aiment bien que citer cet exemple parce que pour eux, quand on ne porte pas de critique de l'islam, bah, on est un dhimmi. On est un soumis. Si on, bah, je sais pas, moi, je vous dirais, si on porte pas, donc quoi, Ah, c'est-à-dire si qu'en on, fait, c'est-à-dire si on que critique pas l'islam, on est voilà. soumis. Ah ouais, c'est qu'on est soumis. C'est parce qu'on n'ose pas critiquer. Ouais, tout le monde ose, hein, tout le monde se bouscule au portillon pour critiquer Ouais, l'islam. c'est Hein. ouais, ce que j'ai envie de dire. Michel Houellebecq, là, encore, là, qui est une star, Eric Zemmour, qui a jamais été aussi star que maintenant. Alors, même si ils peuvent dire des choses, des fois, sur des points très précis, très justes par ailleurs, c'est pas ça. Moi, il ne s'agit pas de refuser la critique de l'islam, mais le délire sur l'islam, non. Par exemple, qui a parlé de dhimitude, pour parler de dhimmi au sens large, et en faire un adverbe, et de rabia. C'est une. Je sais pas comment on peut appeler ça. Rabia, oui, tiens, C'est Batior, c'est son surnom. Batior, ça veut dire en hébreu fille du Nil, rien que ça. J'ai oublié, vous le retrouvez, vous tapez sur Google Batior, ça veut dire quoi en hébreu, tu veux dire fille du Nil. Fille du Nil. En fait, c'est une, appartient à une famille de, c'est une femme qui est donc juive égyptienne. Et après 56, lorsque l'expédition franco-anglaise de Suez, parce que Nasser avait nationalisé le canal de Suez, ouais. et la France, l'Angleterre et Israël s'étaient alliés, parce que Nasser, c'était le champion de la défense de la cause palestine à l'époque. Après, bon, il y a une défaite militaire de Nasser, mais sur le plan diplomatique, il a gagné, parce que l'URSS a menacé d'utiliser l'arme nucléaire, et les États-Unis ont fait pression sur la France et l'Angleterre pour quitter l'Égypte. Quitter l'Égypte, ouais. Donc, après ça, les Juifs n'étaient, c'est vrai, ça on peut le dire, n'étaient pas vraiment en odeur de sainteté en Égypte. Donc, beaucoup de Juifs égyptiens ont dû quitter, mais ça faisait les affaires de certains services israéliens qui étaient contents. Faut bien Hein. le dire. Ils se disent, bah tant mieux, ils vont venir en Israël, ils Bien vont sûr. faire, ça va donner du grain à moudre au sionisme. Et puis à l'époque, ils avaient aussi fait la même chose, des opérations à Damas, à En Bagdad, Irak, exactement, beaucoup en Irak, au beaucoup en Maroc. Irak, pour faire venir les Ouais, bien Juifs sûr. aussi. Donc Jacob ça les Cohen, arrangeait on bien. a Jacob parlé, Cohen, on on a parle parlé très bien. longtemps ici. Donc, Batior, celle qui a parlé de Rabia, bah, le vécu des gens parfois conditionne leur engagement intellectuel. Je m'explique. Cette Batior, je peux comprendre, elle devait être très jeune à l'époque où on l'a fait quitter l'Égypte. Petit passage, c'est grâce à Nasser qui a expulsé aussi les fonctionnaires du canal de Suez qu'on a récolté en France de Dalida et de Claude François. Parce que Claude François, Claude François est né en Égypte. Tout à fait. Ses parents travaillaient dans la compagnie franco-anglaise du canal de Suez. Dalida, pareil, elle est née en Égypte parce que c'est d'origine italienne, elle. Ses parents étaient travaillés là-bas. Donc quand Nasser a nationalisé le canal de Suez et a fait virer donc ces fonctionnaires européens, et bah, ils ont dû partir en France. D'accord. Donc merci à Nasser, vous pouvez le remercier. Voilà. Grâce à lui, vous avez Dalida et Claude François. Bah, nous, on a des fans de Dalida dans Meta TV. Donc voilà. Donc cette Batior, celle qui a parlé de dimitude, bah, comme elle s'est fait chasser d'Égypte, elle va pas forcément avoir un rapport très apaisé avec les musulmans. D'accord. Voilà. C'est un peu plus Moi, je me rappelais complexe. quand j'étais en cours à la fac, quand j'ai pris la matière, moi j'avais l'histoire coloniale. Je me rendais compte d'un truc, au bout d'un moment, je faisais un peu de recherche. Bon, on était curieux, quand on avait des noms de profs, on voyait qu'ils étaient un peu connus ou plus ou moins connus. Quand je voyais l'histoire coloniale, surtout l'histoire du Maghreb, quand je tapais, tous mes profs étaient j'en avais beaucoup qui étaient pieds noirs. Bah, je peux en citer par exemple Jacques Frémaux, Benjamin Stora, ils sont pieds noirs. Donc, des fois, quand on lisait après leurs livres, ça participe un peu de cet orientalisme. On se dit, bah, forcément, ils se sont fait, entre guillemets, chasser d'Algérie, ça leur fait pas hyper plaisir. Ça veut pas dire qu'ils sont pas capables du tout de faire preuve d'une once d'objectivité envers l'islam, c'est pas ça. Mais ils sont devenus spécialistes de ça. Alors, ça veut pas dire que tous les pieds noirs sont devenus spécialistes d'histoire coloniale, c'est pas ça. Mais moi, j'avais beaucoup de profs d'histoire coloniale à la fac qui étaient d'origine pieds noirs, tiens. Bon, c'était curieux. Donc, on a fait ces digressions larges. Donc, rapprochement, partenariat privilégié de François Ier et de Soliman le Magnifique, l'arabe devient objet d'études d'intérêt, donc avec la création de la chaire d'arabe au Collège de France au XVIe siècle, et donc la France devient partenaire privilégié de Soliman le Magnifique, à tel point que la France, le roi très chrétien, elle participa à la bataille de Lépante, mais ouais. par contre, qu'est-ce qui empêche que Malte devienne possession ottomane? C'est l'ordre des les Hospitaliers. Les Hospitaliers, Les Templiers pardon. ont été détruits par Oui. Philippe le Bel. Les Hospitaliers, Les Hospitaliers, mais c'est des qui cousins. était le chef de l'ordre des Hospitaliers? Il a donné son nom à la capitale de Malte, La Valette. La Valette. Il s'appelait Jean Parisot de La Valette.
En 1566, François Ier, frère Mélusine, l'a plus ou moins quand même encouragé, parce que François Ier, quand même chrétien, il dit, ok, je ne vais pas non plus trop me compromettre avec le Turc, je ne renoncerai pas à mes intérêts diplomatiques et commerciaux, mais face au pape et à la chrétienté, je vais lui montrer que, bon voilà, il a plus ou moins laissé faire, il a pas pu, puis non, c'était plus François Ier à l'époque, mais la France a laissé faire quand même Jean Parisot de la Valette en 1566. C'était un siège terrible, le siège de Malte, un siège effroyable. Et là, il faut reconnaître, les hospitaliers ont vaillamment défendu, alors qu'ils étaient très inférieurs en nombre, ils ont fait échouer les Turcs sur Malte. Ils ont empêché que les Turcs ne prennent Malte. Donc voilà, la France toujours joue. C'est comme ça, c'est la guerre, que le meilleur gagne, c'est le plus malin qui gagne, c'est le plus fin, le plus retors. C'est sûr, la diplomatie française, à l'époque, ils ont bien manœuvré quand même, on va dire. Bah oui, oui. Donc, intérêt, statut privilégié avec ses comptoirs en Orient, mais en même temps, montrer qu'on est quand même toujours un peu un roi très chrétien. On a un roi très chrétien, oui. Donc voilà, l'orientalisme au XVIe siècle commence à prendre cette haute ampleur. Au XVIIIe, toujours sous Louis XIV, ça continue, même si Louis XIV, il envoie une armée aider les chrétiens pour vaincre les Turcs à la bataille du Saint-Gothard. Parce que l'Empire turc, c'est ce qu'on disait, l'Empire turc renonce un peu c'est pas renonce au commerce, mais il n'y a pas de comptoir turc en Occident. Il n'y a pas l'équivalent de. Il y a pas, les capitulations, c'est dans un sens. C'est toujours au profit des pays européens. C'est pas au profit. Il n'y a pas de commerçants turcs qui profitent grandement d'installations de comptoirs en Occident. Donc, l'Empire ottoman commence un peu à stagner. Les janissaires commencent à devenir un État dans l'État. Mais il continue à être militairement très fort. Il conquiert la Crète avec la guerre de Candie dans les années 1660, au prix d'une longue, longue guerre. Venise et Gênes, déjà, bon, elles aussi, elles n'ont plus le statut qu'elles avaient autrefois, même si ça reste de villes très importantes quand même. Mais l'Empire turc est surtout militaire, une puissance militaire. Il commence un peu à stagner aussi militairement. Ils volent des villes, les Ottomans, à Venise, parce que Venise, ils ont l'influence sur toute l'Adriatique, sur toutes les villes de la côte croate, tout ça, et ils se font bouffer un peu l'influence par les Ottomans. Les Balkans, voilà. La Hongrie était turque, Voilà, tous les voilà. Balkans étaient turcs. Comment se fait-il que vous avez des musulmans aujourd'hui dans les Balkans? Oui. La Bosnie, le Kosovo, enfin les Albanais, tout ça, c'est présence l'héritage, ce qui est des Serbes aussi musulmans, c'est le fruit de la présence turque qui a duré plus de 5 siècles, hein, quasiment. Donc, Louis XIV, toujours, pour dynamiser le dynamisme du commerce, avec Colbert, le colbertisme, le capitalisme d'État à la française, la France toujours a ce particulier. C'est pas comme les Anglais. On laisse l'initiative privée, mais l'État quand même garde un œil. Hein, attention. C'est pas comme en Angleterre où vraiment là, les grandes compagnies commerciales, comme ou aux Provinces-Unies, la Compagnie des Indes orientales, là, eux, vraiment... C'est un État privé qui a mené une politique d'État. Enfin, exactement, exactement. La France, c'est particulier, ça. Non. Initiative, on encourage l'initiative, mais l'État chapeaute. Donc, les Turcs, ils stagnent économiquement, culturellement, scientifiquement. Ils commencent un peu à stagner militairement. Louis XIV continue à garder de relations de bon voisinage, mais... Il aide quand même quand il le faut les chrétiens, il sait faire son devoir de chrétien quand il le faut. Il va aider les Autrichiens, l'Autriche-Hongrie, alors que c'est l'ennemi juré les Habsbourg, mais il va aider l'Autriche-Hongrie à la bataille du Saint-Gothard et aider les Autrichiens à remporter cette victoire. C'est dans l'actuelle République tchèque, Saint-Gothard, vous vérifierez sur Google. C'est donc un coup d'arrêt, parce que la dernière grande vague de conquête des Turcs, c'est jusqu'en 1683, lorsqu'ils échouent le deuxième siège de Vienne. Et c'est ça qui va donner les fameux croissants. Les fameux croissants. J'en parle dans mon livre. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de viennoiserie, parce que dans le monde entier, quand on pense au café croissant, c'est français, c'est le petit déjeuner parisien typique. Mais pourquoi on parle de viennoiserie? Parce que les chrétiens avaient remarqué que l'un des symboles musulmans, enfin, c'est pas un symbole, c'est pas pour faire de l'ésotérisme ou quoi, mais il y a des croix sur les étendards, les bannières des armées chrétiennes, et chez les musulmans, vous aviez très souvent des croissants. Et lorsque les Turcs échouent à Vienne en septembre 1683, après la bataille du Kahlenberg, donc juste à la lisière de la ville de Vienne, les boulangers de Vienne ont voulu confectionner une pâtisserie qui est la forme du symbole sur l'étendard turc. Donc symboliquement, à l'époque, lorsqu'ils croquaient dans cette pâtisserie, en fait, ils croquaient un turc. Voilà. Mais pour rigoler, je disais dans mon livre, c'est pas parce que vous mangez un croissant que vous êtes islamophobe, hein, on se calme. Mais pour revenir donc... on va revenir dans l'orientalisme vraiment à proprement parler sur le plan culturel et littéraire. Là, ça commence aussi avec la littérature. Une ambassade turque de 1660,
j'oublie, 1600, non pas 1602, j'oublie la date, pardon. Une ambassadure qui s'est très mal passée à la cour de Louis XIV, c'est ce qui va motiver Molière à écrire sa pièce Le bourgeois gentilhomme. Dans Le bourgeois gentilhomme, Molière se moque complètement, c'est une comédie. La devise de Molière, en latin, castigat ridendo mores, châtier les mœurs en riant. Molière titille les mœurs de son époque. Il va se moquer des faux dévots, les Tartuffes. Il va se moquer de plein de gens. Le bourgeois gentilhomme qui veut à tout prix se faire un nom. Et dans la pièce, pour ceux qui connaissent la pièce Le bourgeois gentilhomme, on lui promet à Monsieur Jourdain, on lui promet que sa fille va épouser le fils du grand Turc. En fait, il se moque des Turcs dans cette pièce. Pourquoi? Parce que l'ambassade ottomane auprès de Louis XIV s'était pas très bien passée. Ah oui. Même si les relations étaient toujours correctes entre Louis XIV et l'Empire ottoman, mais l'ambassade, au moins c'était très mal passé pour X raisons, on ne veut pas rentrer dans les détails, mais c'est une des raisons qui va faire que Molière écrit Le bourgeois gentilhomme. Racine, il écrit la tragédie Bajazet, qui est une déformation du nom du sultan turc Bayazid. En arabe, c'est Yazid, mais les Turcs, souvent, ils turcisaient les noms, c'est normal. Par exemple, les Turcs, ils disent pas Mohamed, ils disent Mehmet. Mehmet, c'est Mohamed en arabe. Mamadou, c'est Mohamed, avec les dialectes d'Afrique noire. Donc voilà. Donc Racine, lui aussi, il écrit sa tragédie Bajazet. Donc voilà, c'est pour vous dire que là, petit à petit, l'orientalisme commence même à gagner un aspect même littéraire. Donc, ce n'est pas que c'était théologique au début, commercial, diplomatique, et là, commence à recouvrir d'autres champs progressivement. Donc là, on est déjà au XVIIe siècle. Là. Et très souvent, dans des pièces de Molière, vous retrouvez des petits clins d'œil aux Turcs. Par exemple, dans les Fourberies de Scapin, vous avez un moment, un passage, mais je vous encourage, c'est une belle occasion comme ça de relire des bonnes pièces de Molière. Dans les Fourberies de Scapin, à un moment, il y a un petit clin d'œil qui est fait contre les Turcs. On dit, oh, les Turcs, c'est des barbares, des ceci, des cela, des sauvages. Une preuve supplémentaire que la littérature s'empare aussi de la chose orientaliste. La première traduction des Mille et une nuits en Europe, c'est qui? C'est Antoine Galland. Je parle aussi de lui dans mon livre. C'est lui qui traduit en 1704 Les Mille et une nuits. Mais comme c'était très érotique, très au début, la traduction, il l'arrange un peu. Hein. Il traduit pas tout. Il censure un peu sa traduction parce qu'il fallait qu'il présente ses comptes auprès du roi Louis XIV. Donc il a fait un peu le tri. Hein. Pareil pour La Fontaine. Pour faire ses fables, ses fameuses fables, il s'inspire beaucoup d'un ouvrage de la littérature arabe qui s'appelle Le livre de Kalila et Dimna. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les fables de La Fontaine sont inspirées du livre de Kalila et Dimna. Attention. Là, tu fais ton as boutamina, tu veux finir. Non. C'est pas tout. C'est pas tout. Non, je rigole. Hein, il y a des fables de La Fontaine qui sont purement françaises. Et puis, qu'est-ce que ça prouve tout ça? Aucun peuple ne peut dire qu'il a tout inventé. Aucun peuple ne peut s'arroger le monopole. Giscard d'Estaing disait, il ne faut pas s'arroger le monopole du cœur. Aucun peuple ne peut s'arroger le monopole de la découverte du génie parfait. Ça prouve que les mythes circulent de peuple à peuple. Les Chinois, les Indiens les Perses les Arabes, les Grecs, contact avec le monde grec, et puis avec l'Europe, etc. Voilà, ça prouve qu'on n'a pas attendu le sans-frontiérisme actuel, le mondialisme, pour dire que les peuples ont toujours circulé. Voilà, il faut distinguer mondialisation du mondialisme. Ouais. Mais donc voilà, pour revenir, on est déjà au XVIIe siècle, là, et début XVIIIe, donc avec l'orientalisme qui recouvre maintenant un aspect littéraire. Donc avec la pièce de Molière, Le bourgeois gentilhomme, Le Fourberies de Scapin, vous pouvez le lire aussi, Bajazet de Racine, La Fontaine qui s'inspire du livre de Kalila et Dimna pour faire ses fables, et la traduction d'Antoine Galland, des Mille et une nuits, en 1704. Et après, Lettres persanes, tout ça aussi. Lettres persanes de Montesquieu. Ça rentre dans la même... C'est un peu de l'orientalisme aussi, Parce qu'il y a une vision En fait, que voulait faire Montesquieu? Bon, Montesquieu fait partie du courant des Lumières. Hein. Montesquieu, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait critiquer. Pour échapper à la censure, il s'est dit, je vais me faire... Les lettres persanes, c'est quoi? C'est une correspondance entre deux persans, entre Ouzbek et Rika, les deux personnages principaux. L'un va en Europe et son autre ami, lui, reste en Perse. Et donc l'autre, dans sa correspondance, il lui livre ses impressions sur la France qu'il découvre. On reconnaît, en fait, c'est Montesquieu qui écrit. Ce qu'on dit de Montesquieu dans ce livre, c'est qu'il s'est fait étranger dans son propre pays pour mieux l'appréhender. Il y a des choses gratinées sur l'Église, hein, mais pour faire croire que c'est des musulmans qui écrivent ça. Parce qu'à un moment, il y a dans une lettre, il y a un passage mais qui est
sur le roi et les chrétiens, en gros, il dit le roi, il lève des impôts quand il veut, c'est un affabulateur, un prestidigitateur. Il dit j'ai besoin d'argent, et ben il fait apparaître l'argent des poches du bon peuple. En gros, critique l'arbitraire royal. Mais alors, ce qui est encore pire dans le lettre persane, c'est le passage sur la religion. Il dit il y a un autre magicien chez les chrétiens, le pape. Tantôt, il fait croire que trois ne font qu'un, que le pain qu'on mange n'est pas du pain, que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et mille autres choses de cette espèce. Tu as compris à quoi ça faisait allusion. Il fait croire que trois ne font qu'un, bah, c'est le dogme de la Trinité. Que le pain qu'on mange n'est pas du pain, que le pain le corps de Jésus, l'Eucharistie, et le vin qu'on boit n'est pas du vin, et mille autres choses de cette espèce. Donc c'est osé, quoi. Donc oui, on peut plus ou moins mettre ça dans l'orientalisme. Il y a le fameux passage de la lettre où Ouzbek, il quitte ses habits de persan pour s'habiller à la parisienne, et quand petit à petit il commence à se familiariser avec la population parisienne, au bout d'un moment il leur dit mais en fait moi je suis persan. Et les gens disent mais monsieur est persan, comment peut-on être persan? C'est une phrase qui vient souvent, une citation de Montesquieu. Mais comment peut-on être persan? C'est pour ça qu'on dit mais non, t'es intégré, t'es comme nous, quoi. Enfin, à l'époque, ils disaient ça. Mais, je m'en souviens, c'est vrai. Mais voilà, c'est donc voilà, avec Montesquieu, là, on arrive déjà au XVIIIe siècle. Donc là, à partir du XVIIe siècle, l'orientalisme vraiment recouvre un champ littéraire, en fait. Eh ben, on va faire une petite pause si la régie, elle est prête. Parce que je crains qu'elle soit prête, pas prête, si elle l'est. Donc, on fait la petite pause et puis on revient juste après. À vous, la régie. Voilà. Toujours avec Anis Alfeida, toujours sur l'orientalisme. On a vu, alors là, on a bien vu donc toute la genèse du mouvement depuis. On est parti d'Alexandre, on arrive jusqu'au XVIIe siècle là. Début XVIIIe là maintenant. Début XVIIIe, on a vu même voilà Montesquieu. On pouvait parler de Voltaire, c'est vrai aussi, Zadig. Donc on est dans Montesquieu, oui. Donc alors encore une fois, c'est bien de répéter un petit peu pour. Il vaut mieux. Si jamais on n'est pas assez clair, c'est toujours mieux de répéter. C'est pas parce qu'un occidental ou un européen s'intéresse à l'Orient ou à l'islam qu'il va forcément tomber dans le travers orientaliste. Ce n'est jamais mon propos, je ne dis pas cela, moi. Donc, là, je vais parler de Voltaire. Pourquoi? Parce qu'un aspect de l'œuvre littéraire de Voltaire peut être en partie classé dans l'orientalisme au sens littéraire. Il y a trois de ses œuvres qu'on va citer. Une de ses tragédies. Parce que Voltaire, lui, il attaquait l'Église, il parlait d'écraser l'infâme pour le christianisme, pour le catholicisme. Donc dans sa tragédie Mahomet ou le fanatisme, en fait, il s'est dit, je vais attaquer l'islam, comme ça je vais pas avoir de crainte, l'Église va me cautionner. Mais non, en fait, à travers son attaque de l'islam, il y a une attaque du christianisme aussi. C'est pour ça que l'Église non plus n'était pas très dupe. Donc, dans sa tragédie Mahomet ou le fanatisme, il y a toujours cet Orient fantasmé, beaucoup d'inexactitudes sur l'islam. Mais aussi dans Zadig, le conte philosophique Zadig, parce que de nos jours, Zadig est plus connu pour une marque de prêt-à-porter. Malheureusement, c'est vraiment au tempora, au mores. Autre temps, autre mœurs, comme on dit à la Courneuve. Non, je plaisante. Mais voilà, donc Zadig, qui est un conte philosophique, qui est vraiment... Alors, même si Voltaire est beaucoup sujet à caution, c'est pas quelqu'un que je porte spécialement moi, dans mon cœur, mais il y a des choses de Voltaire qu'il faut lire, bien évidemment. Zadig, c'est vraiment un conte magnifique à lire. Le Candide de Voltaire aussi. Oui, le Candide de Voltaire. À un moment, il se retrouve au Maroc. Là aussi, pareil, les musulmans, c'est des barbares, ils font que se battre. Alors même si, par exemple, en Europe, quand il y a des changements de dynastie, il y a des guerres civiles, parce que la dynastie qui décline est en guerre face à la dynastie qui monte, mais vous n'allez pas voir ces descriptions-là. On va pas dire, c'est tous des barbares, des sauvages, comme tout le temps. Quand il y a des changements de dynastie, des changements de pouvoir, des rivalités, de luttes, de factions, dans quelque état que ce soit sur la Terre, chez n'importe quel peuple, bah oui, c'est comme ça. C'est une continuité. On sort de guerre de religion, de guerre contre l'Europe, de guerre machin. L'Allemagne, il y a eu la guerre de 30 ans en Allemagne. La guerre de 100 ans, la guerre contre l'Angleterre. On est mal placé pour aller parler de guerre et de. Voilà, sauf que dans le Candide de Voltaire, comment il décrit le Maroc, c'est en gros, ils ont la barbarie dans le sang, quoi, et dans les gènes. Candide, parce qu'il vient du Suriname, c'est ça Non, en fait, Zadig, le sous-titre, c'est Zadig ou la destinée, parce qu'il parle de la destinée humaine. Toujours, le Mektoub, les musulmans. Zadig, c'est un nom oriental, faut pas se mentir. C'est un nom qu'il essaie de faire un peu oriental. Genre les musulmans, le Mektoub, il attend que ça se passe et il fait rien. C'est toujours une des caractéristiques de l'orientalisme, c'est de
dire que les musulmans ne font qu'attendre que ça se passe, ne font rien. Chez nous en Orient, les chrétiens en Occident, pardon, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. On agit. Les Occidents, ils sont paresseux, ils fument le narguilé, ils boivent du café noir, les femmes sont lascives, sensuelles, et n'attendent que les Européens viennent et les sortent de leur ennui dans lequel les ont confinés leurs maris, dans les harems, quoi. Voilà, toujours les billevesées habituelles, quoi. Mais donc pour Candide, en fait, le sous-titre c'est Candide ou l'optimisme. Candide, candeur. C'est la même racine, c'est-à-dire le blanc, l'innocent, l'enthousiasme béat et benet quand même un petit peu. Mais donc oui, voilà, dans le Candide de Voltaire, il y a aussi, ça participe un peu à l'orientalisme. Mais je vous encourage à lire Candide, à lire Zadig, bien au contraire, je ne vous déconseillerai jamais, ou je ne veux pas vous empêcher de lire Voltaire, attention, bien évidemment, c'est pas du tout, qu'il n'y ait pas de confusion dans ce que je dis. On me dit l'Algérie est un repère de pirates pendant plus de 2000 ans, très violent. Non, mais alors ça aussi, C'est de l'orientalisme. Comme la Méditerranée est à partir du XVIe siècle, c'est jeu égal plus ou moins entre l'Occident chrétien et les musulmans, il y a la piraterie dans les deux côtés. Les galères de Louis XIV, elles étaient pleines de rameurs turcs, hein. Dès que des musulmans étaient capturés, ils étaient réduits en esclavage. Pareil pour les musulmans, quand ils capturaient des chrétiens, ils étaient réduits en esclavage. C'est ce qu'on appelait la les guerre de course. Barbaresques. Alors voilà, tu vois, regarde, les barbaresques. Est-ce que jamais tu ne trouveras dans une carte d'un État musulman au XVIIe, au XVIe, au XVIIIe siècle, tu ne verras jamais écrit en arabe l'Europe barbare, ou contrée de la vinasse avariée, ou contrée du sanglier sauvage. Il n'y a pas ça. Par contre, les Européens appellent l'Afrique du Nord les régences barbaresques. Oui, barbaresques. Alors ça ne veut pas dire... les musulmans n'en pensaient pas moins aussi des chrétiens, mais ils ne disent pas, ils écrivent pas sur le truc les barbares. Ils mettaient Europe, ils écrivaient avec les mots arabes, España pour l'Espagne, Europa, donc l'Europe, Faransa pour la France, le royaume de France et tout. Donc ils mettaient des mots géographiques. Même si ils considéraient que ces contrées-là étaient très souvent ennemis, mais on pouvait parfois s'arranger avec eux. Mais la guerre de cour, ils n'appelaient pas les Européens les barbares. Alors que les Européens, ils disent régence barbaresque. Donc voilà. En plus, ça fait un peu, j'ai l'impression de dire un peu magma, quoi. Bon, c'est des barbares. Oui, c'est une masse informe, indistincte. Il n'y a pas de place pour l'individualisme. Ouais. Ils sont sous le joug de pouvoir tyrannique. Ouais. Par exemple, en Europe, un despote. Le despote, c'est un tyran. C'est le synonyme d'un tyran. En Europe, le despote, il peut être éclairé, les Lumières. Quels sont les souverains qui ont les faveurs des penseurs des Lumières? Frédéric II de Prusse, qui était très pote avec Voltaire, mais Voltaire vraiment faisait honte parfois, parce que c'est très mal passé à la fin avec Frédéric II de Prusse, mais bon. Donc, Frédéric II de Prusse, Catherine II de Russie, et Marie-Thérèse d'Autriche. Marie-Thérèse d'Autriche, ces trois-là, ce qu'on appelle des despotes éclairés. Donc en Occident, le despote est éclairé. En Orient, c'est le despotisme oriental. Le despotisme oriental, non mais, on dit despotisme oriental. Il est spécial. C'est-à-dire qu'il est au-dessus des autres. Quoi. Mais oui, voilà, c'est ça. Alors que, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens, ça ne correspond pas de réalité concrète. Tous les pouvoirs en Europe, les États font ce qu'ils peuvent, et contrairement à ce qu'on croit, par exemple, quand on dit la monarchie absolue en France, non. En France, il y avait des corporations, il y avait les pays d'élection, les pays d'État, il y avait des parlements régionaux. Le roi de France respectait beaucoup l'identité régionale. C'est avec le jacobinisme que ça change à partir de la Révolution française. Les guerres de Vendée, c'est pas Louis XV ni Louis XVI, hein, les guerres de Vendée. Hein. C'est la terreur. Hein. Donc voilà. Donc toujours à partir du XVIIIe siècle, cette essentialisation de l'Orient, le despotisme oriental, en Europe, despote éclairé, les Lumières, en Occident, donc despote éclairé, en Orient, despotisme oriental. Parce voilà. En plus, dans cette période, c'est vrai qu'on parle toujours, même Pierre de Russie, tout ça, on parle toujours, c'est des despotes éclairés, ils ont amené leur pays vers leur modernisme. Voilà, les Lumières, voilà. Donc, despotisme éclairé, et attends, j'ai oublié le fil de ce que je voulais dire. Donc oui, à partir du XVIIIe siècle, donc toujours l'intérêt continue de grandir. Bah, il y a la musique. Tout à l'heure, on a vu un métanote qui avait parlé de la marche turque de Mozart, en effet, la fameuse marche turque. Donc oui, il y a toujours cet intérêt de l'Orient qui fascine, plus ou moins, qui continue. Les Turcs commencent vraiment à reculer de plus en plus, décliner, stagnent économiquement. Les Français, les musulmans quasiment, bon, ils sont un peu. Le Turc fait moins peur au XVIIIe siècle, les musulmans font un peu moins peur, mais on les considère quand même toujours inférieurs. Mais là, surtout, c'est les Européens font encore plus la guerre rivalité entre. C'était l'Espagne avant la puissance dominante en Europe, mais après, c'est les Provinces-Unies, la France, l'Angleterre. Là, à partir du XVIIe siècle, c'est la rivalité franco-anglaise qui domine le monde. Ce qu'on peut considérer comme la Première Guerre mondiale, c'est la guerre de 7 ans.
qui a plusieurs théâtres d'opération. On se bat en Europe, on se bat en Bah, Amérique du Nord et on se bat en Inde. On se bat en Inde. Ça, Tout à c'est fait. fou. Pour 3 théâtres d'opération comme ça, aussi éloignés, aussi gigantesques, aussi coordonnés. À ce Ça moment-là, fait peur, d'ailleurs. oui, bah non, mais voilà, pour te dire que les Turcs militairement, ils font moins peur. Mm. Et là, on va arriver progressivement à l'âge d'or de l'orientalisme, c'est l'expédition de Bonaparte en Égypte, en 1798. Donc, il faut resituer le contexte. Donc, la France est en guerre en guerre contre toute l'Europe à partir de 1792, 1793. En 1798, ça va, elle s'en sort mieux, notamment face aux Autrichiens. Elle a signé des traités de paix quasiment avec les autres États d'Europe. Mais quel pays d'Europe sur Terre qui ne veut rien lâcher? C'est l'Autriche. Et sur les mers, qui ne veut rien lâcher? C'est l'Angleterre. Toujours l'Angleterre, l'Angleterre, l'Angleterre. Donc, qu'est-ce que se dit Napoléon qui a gagné ses galons de général surtout? Il a acquis un grand prestige avec les campagnes d'Italie. Mais comment Napoléon acquiert sa dimension? C'est ce que je disais. Beaucoup de personnages européens sont rentrés dans la grandeur avec l'Orient, avec des conquêtes en Orient. Et bah, c'est déjà, ah oui, je voulais dire, la création de l'Institut national des langues et des civilisations orientales, l'INALCO, qui existe toujours aujourd'hui. L'INALCO est créé en 1795. C'est un institut qui a pour but d'enseigner les langues, donc comme son indique, INALCO, Institut national des langues et des civilisations orientales, donc qui enseigne, qui est un institut très érudit, qui fonctionne toujours jusqu'à aujourd'hui. En Angleterre, vous avez par exemple la Royal Society of Geography qui est créée en 1788. En Europe, très souvent, les élites ont commencé petit à petit avec une constance. Moi, il faut reconnaître des qualités à ses adversaires. C'est que moi, j'ai toujours été fasciné par cette constance dans l'objectif, dans les moyens qu'a l'Occident de, même si c'est pour des buts impérialistes, mais comme ça, de s'intéresser à l'Orient de façon continue, ne jamais s'en désintéresser. Même si les Français et les Anglais se battent entre eux, ils ne perdent pas de vue qu'il y a quand même l'Orient, qu'un jour ou l'autre, il faudra y retourner aussi, et ils continuent de s'y intéresser. Donc l'INALCO est créé en 1795, il y avait le Collège de France, j'en ai parlé, là il y a l'INALCO donc en 1795, et Bonaparte, il se dit, on va aller taper, on va aller, entre guillemets, entraver la route des Indes des Anglais, mais pour ça, on doit passer par l'Égypte. Donc là, c'est une rupture un peu avec la politique traditionnelle de la France qui était plutôt alliée à l'Empire ottoman. Là, Napoléon, il fait la campagne d'Égypte, mais il ne la fait pas qu'avec des militaires. C'est ça l'orientalisme. Là, il commence à devenir moderne. Ça, faut le Il préciser, c'est s'accompagne très important, de scientifiques qui ont étudié depuis très longtemps les langues des peuples où ils vont aller, de scientifiques, de géographes, de cartographes. C'est de là que l'égyptologie va naître. Va naître. C'est Qui, pas rien, il y a qui déchiffre les hiéroglyphes? un certain Champollion Champollion, qui faisait français. partie de cette expédition. Exactement. Voilà. Donc là, l'orientalisme, donc j'ai parlé au Moyen-Âge, c'était un intérêt théologique, la langue arabe, un intérêt un peu commercial avec les cités italiennes, puis petit à petit, les Européens veulent trouver d'autres routes commerciales pour s'affranchir et se passer des musulmans. Après, un peu littéraire, donc culturel, là, avec j'ai parlé de Molière, Voltaire, Montesquieu et d'autres aussi, mais ce qui ne vous dispense pas de lire les œuvres de Montesquieu, de Molière ou de Voltaire. Mais là, l'orientalisme recouvre un autre champ aussi scientifique et d'autres, quoi. Donc, lors de la campagne d'Égypte, même si après, à la fin, ça se finit un peu en eau de boudin et il est obligé de partir avec le désastre d'Aboukir, D'Aboukir, déjà là, avec on se fait, le fameux amiral Nelson, voilà, toujours. on se Et fait Napoléon, prendre toute la flotte dans la rade la d'Aboukir, façon, c'est la façon terminé. dont Napoléon s'est comporté à la fin, c'était pas joli. Hein. Il a complètement abandonné. Hein. Il Il les a a fui. abandonnés. Il a fui. Je veux dire, nous, on se fait laminer toute la marine française. Hein. Pulvérisé, oui. Je veux dire, à partir de là, d'ailleurs, on n'a plus de prétention sur les mers, vraiment. Enfin, si, on a essayé encore un sursaut, mais on se fait avoir à Trafalgar. Et à Trafalgar après, oui. Voilà. Trafalgar qui vient de l'arabe Taraf al-Gharb, le cap de l'Ouest. Parce que Trafalgar, c'est entre l'Espagne et le Maroc. Hein. Oui, oui. Taraf al-Gharb, donc cap de l'Ouest, Taraf al-Gharb, Trafalgar. Voilà. Encore un autre mot qui vient de l'arabe, désolé. Et oui, dans la langue Comme, arabe, il n'y a pas que des gros mots. Hein, bah, parce que très Gibraltar, souvent, Gibraltar, Jabal Tariq, la Car- montagne de Tariq. Voilà. Parce que souvent, je me rappelle une fois durant ma scolarité, ça c'est un petit quart d'heure souvenir, on va dire. Une fois, elle avait. À l'époque, la prof, si on l'avait vue, elle serait fait choper. J'étais en 5e, on faisait la civilisation musulmane en classe. Puis elle me pose la question. J'étais le seul musulman de ma classe. Elle me pose la question, la prof, elle me dit oui, est-ce que tu fais la prière? Toi, je dis oui, je fais la prière et tout. Elle fait, tu sais ce que c'est que l'adhan, l'appel à la prière? Et moi, je dis oui, je le connais, oui. Et elle me dit, est-ce que tu peux nous le faire là en classe? Et je dis, hein? Elle m'a fait faire l'appel à la prière dans la classe pour montrer ce que ça voulait. Et je faisais l'appel, je faisais comme le muezzin, donc celui qui appelle à la prière, et je faisais phrase par phrase, je traduisais.
Et la prof insistait, me dit non, non, moi je voulais pas. J'avais un peu, je dis non, j'ai pas envie. Je me sentais tout rouge, tout le monde allait me regarder. Elle m'a dit, oh, c'est une intrusion du religieux dans l'espace public là. Là, c'était Oh là. contre la laïcité à l'école, Mais tu attention. fais Manuel Valls. Non, mais à l'époque, c'était bon, ça remonte, hein, c'était Voilà. la fin des années, c'était sous. Mitterrand. Comment? Mitterrand. Non, 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 j'étais. Non. Il me vieillit, là. Non, non, non. Non, c'était sous Chirac, t'inquiète pas. Ah, d'accord. Mais c'était Juppé le premier. Donc Juppé Jospin, enfin, bon, voilà. Donc elle me fait faire l'appel à l'après. Elle m'a dit, elle m'a cette phrase surprenante. Enfin, c'est pas que ça m'a marqué. Elle m'a dit, ah si, si, pour une fois que j'entendrai autre chose que des gros mots en arabe, hein, j'en ai marre. Parce que les élèves Kaira dans le collège, quoi, tout le temps. Très souvent dans les langues étrangères, quand on veut s'intéresser à une langue étrangère, très vite on dit comment on dit bonjour, bonsoir, les formules de politesse, et comment on dit va te nanani, va te faire cuire un œuf, comment on voyait pas être quelqu'un. Mais alors en arabe, parce qu'à cause aussi du comportement déplorable de beaucoup qui se disent musulmans, des Austro-Hongrois comme dirait Adrien Bozzi, tout le temps t'entends les gros mots quoi. La prof m'a dit oui, dis-moi comment, voilà, moi j'ai envie d'entendre de choses belles en On arabe. connaît facilement les gros mots. Je suis désolé, Voilà, mais c'est vrai. j'ai pas besoin de te le dire. Ah non, mais non, on me les a appris. Donc voilà. Donc la campagne d'Égypte, au retour de la campagne d'Égypte, là, l'orientalisme prend un essor décisif. Et on va parler de quelqu'un qui, une de mes lectures qui m'a vraiment changé sur ma vision que j'avais de la chose, c'est Édouard Saïd et son fameux livre L'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident. Vous avez la suite qu'il a écrite après par rapport à la guerre du Golfe en 93, pardon, qui s'appelle Culture et impérialisme. C'est considéré comme tome 2. Mais déjà, alors, je vous encourage vraiment chaudement à lire ce livre donc d'Édouard Saïd, L'orientalisme. C'est un Palestinien chrétien qui a été naturalisé ensuite américain. Ce livre date de 78, il n'a pas pris une ride. Et il inaugure ce qu'on appelle en anglais post-colonial studies, donc les études postcoloniales, qui en France sont quasiment inexistantes, quoi. Enfin, il y en a aussi quand même, faut pas exagérer, mais vraiment dans ce livre, l'orientalisme, le sous-titre, l'Orient créé par l'Occident, ça veut tout dire. Donc après Napoléon, après sa campagne d'Égypte, donc les Anglais, les Français s'intéressent de plus en plus, il y a la révolution industrielle qui commence au XVIIIe siècle, donc en Angleterre, en France. La conquête d'Alger, qui se fait en 1830, elle se fait grâce à qui? Grâce à des plans d'un espion que Napoléon a envoyé à Alger en 1808. Donc déjà, Napoléon pensait... C'est une vieille histoire entre la France et la régence d'Alger. Louis XIV, déjà, avait envoyé l'amiral Duquesne en 1682 bombarder Alger. Parce que pareil, avec la guerre de course qu'il y avait toujours entre les musulmans et les chrétiens. Parce que ce qu'on appelle... Il faut distinguer les pirates des corsaires. Les pirates, eux, ils n'ont pas trop ils ne reconnaissent pas trop de chefs, quoi. Mais les corsaires, c'est des pirates payés par les États pour aller... Des mercenaires, pour aller piller les navires des rivaux. Par exemple, là-bas, il y a les pirates d'Alger, il y avait les pirates de Tunis, les pirates de Salé au Maroc sur la côte atlantique. Parce que pourquoi il y avait un regain de la piraterie, de la guerre de course chez les terres musulmanes? Parce que beaucoup de descendants de musulmans expulsés d'Espagne définitivement en 1609, eux, ils se sont dit non, non, ils avaient un peu une volonté de revanche aussi, quoi. C'est vrai que les pirates musulmans étaient hardis. Certains faisaient des raids il y en a qui ont fait des raids jusqu'en Islande. On sait qu'ils faisaient des raids sur toute la côte britannique. Oui, bien sûr, bien sûr. Le long des côtes en Hollande, au Danemark, etc. Enfin, c'est vrai. Oui. Il y a un livre très bon aussi là-dessus, de Bartholomé Benassar et de ces deux écrivains. Ça s'appelle Les chrétiens d'Allah. Ça parle de chrétiens capturés par des musulmans qu'on a fait convertir à l'islam et qui, après, sont devenus des mercenaires au service des États musulmans. Donc, tout ça pour dire que cette relation tumultueuse entre la France et la régence d'Alger, ça date pas d'hier. Et 1830, le deuxième souffle au colonialisme européen, là, en particulier français. Les Anglais continuent aussi, mais les Français, ça continue donc avec la conquête de l'Algérie. Et là, à chaque fois, les conquêtes, elles se préparent en amont avec les pouvoirs politiques. Là, le pouvoir politique français ou anglais ou autre, mais surtout c'est la France et l'Angleterre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se basent sur les écrits de leurs érudits, l'INALCO ou le Collège de France, mais surtout l'INALCO, là, pour la description des peuples qu'ils ont. Ils ont des interprètes qui sont formés à l'INALCO, par exemple, ou au Collège de France, notamment au XIXe siècle, une personnalité française comme Sylvestre de Sacy, dont Édouard Saïd brocarde grandement dans son livre. Les conquêtes militaires sont préparées en amont donc avec cette érudition, mais pour faciliter la pénétration des Européens donc en terre d'islam. Pour faciliter, pour essayer de convertir encore au christianisme, après aussi d'asseoir leur mamie. Et il y a un réalisateur qui est mort récemment, René Vauthier,
qui avait fait son film Avoir 20 ans dans les Aurès, qui a dénoncé la guerre d'Algérie. Bien sûr. Il y a une vidéo de lui que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle Le sang de mai commence en novembre. Vous trouvez, et moi, c'est pas là-dedans que j'ai découvert, mais vous découvrez les archives militaires françaises. Vous trouvez des bréviaires, des livres, des petits livres qu'on donnait aux officiers français au moment de la conquête de l'Algérie. On leur décrivait Alger comment c'était. Aussi une contrée aride, inhospitalière, où la sécheresse régnait. Alors qu'il faut rappeler que le litige, le contentieux commercial entre la régence d'Alger et le directoire en 1795 avait pour but une dette non réglée Sur du à la blé. régence d'Alger sur du blé. Si Alger exportait du blé, c'est que c'était tout sauf une contrée inhospitalière. Donc la régence d'Alger, l'islam, les musulmans, l'orientalisme, voilà. Les pays musulmans, c'est le désert. Les hommes, ils foutent rien. Mektoub, ils attendent que ça se passe. Les femmes, elles sont lascives. Quand on est dans le harem, et puis elles ont envie d'un peu d'action. Voilà, hein, la femme orientale, la sensualité. On retrouve ça aussi, c'est l'essentialisation chez la femme noire, la femme asiatique. Vous retrouvez ça chez toutes les femmes, en fait. La femme amérindienne, mais bah, là, dans le cas de la femme musulmane a toujours été un enjeu hein, dans la lutte de l'Occident et l'islam. Toujours, l'homme blanc, il va libérer. Il va les libérer. Libérer la femme musulmane, bah, John Smith et Pocahontas, par exemple, on peut faire ça pour l'Amérique. Donc toujours, on va les libérer, avec l'affaire du voile jusqu'à aujourd'hui. Si une femme veut porter le voile, elle le fait, elle fait ce qu'elle veut. Mais la modernité ne passe pas par le string ou le bikini, il faut se calmer donc un petit peu. Mais ça plonge ses racines là-dedans.